Est-ce qu'on peut faire en sorte que Ezine soit un peu moins beau que moi? Ouais, on y vient. C'est impressionnant cette équipe et cette... Tu vois, Je suis impressionné. tu croyais que tu arrivais dans un petit podcast Je me suis dit, un mec de radio qui m'a tout ça. Un type qui pue, qui est un peu avec un peu des... Ça sent le tabac froid. Non, je suis très content que tu... Ah ben écoute, mais je suis ravi, voilà, je suis très touché d'abord de cette invitation. Non, mais je te félicite pour le livre. C'est magnifique, magnifique. Mais merci, vraiment, ça me fait plaisir. J'ai fait un papier d'ailleurs dans le Figaro Magazine qui va sortir pas demain, mais le vendredi suivant. Ah bon? Oui. Oh, mais alors je suis vraiment... Et d'ailleurs, je flatté, suis un peu en colère dedans, pas contre toi, mais contre la presse qui ne parle pas assez de ce livre, je trouve. Ah. Voilà. Donc j'en mais- profite pour taper sur tout le monde, notamment le masque, Oui. qui ne t'a pas mis au programme, et moi non plus. Oui, c'est pas très élégant. Ah non, elle a fait ça. Elle nous a pas Elle mis n'a au pas programme. fait ça. Elle n'a pas fait ça. Ah ben dis donc. Voilà, attends, tu Oui. liras au moment quand je t'en donnerai l'ordre. Oui. Tu obéiras Oui, à Frédéric. mais bien sûr. Non mais attends. Et cette émission est sponsorisée par une maison d'édition, le Cherche Midi Éditeur, pour Excellent. un premier roman alors, qui s'appelle La condition artificielle de Paul Monterret. Là, ce sont les épreuves parce qu'il sort pas tout de suite, mais c'est effectivement un livre assez original. C'est l'histoire d'un geek qui fait une fixette sur une beauté coréenne et il va utiliser toutes les possibilités d'Internet et notamment de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour la séduire, un peu l'entourer, la cerner. Et c'est une satire du monde digital avec un humour corrosif, mais c'est aussi un suspense assez démentiel. Vraiment une très bonne surprise, La condition artificielle de Paul Monterret. Un page-turner sur l'IA, mais écrit, je le crois, je l'espère, écrit 100% par un humain. Hein. Oui, Voilà. Et c'est au Cherche Je donne Midi, envie de le lire. éditeur. Voilà, tiens, je vous l'offre, mon cher. Merci. Fin de la publicité, début de l'émission. Bonsoir Jean-Louis Ezine. Bonsoir Frédéric. Et c'est un plaisir de vous voir, comme toujours, depuis quelques années. Oui. On s'est côtoyés au Masque et la Wim pendant longtemps. Oui, beaucoup. Vous êtes un grand critique, mais les gens connaissent un peu moins le romancier et l'écrivain. Seulement 4 livres en combien d'années? 50 ans? Oui. Je suis un écrivain rare. Non, mais j'ai toujours adoré cette expression, un écrivain rare. Mais c'est vrai dans votre cas. Bon. C'est vrai. La chaise est votre 4e. Une façon de dire, je suis un feignant, peut-être. Peut-être. En 50 ans, donc 4 livres. Celui-ci, c'est le dernier. Il vient de sortir chez Gallimard. Vous aviez commencé avec La Chante-pleure. La Chante-pleure en 83, Oui. aux éditions du Seuil. Oui, c'est vieux. Ensuite, Un Ténébreux Oui. en 2003. Donc, vous aviez déjà mis 20 ans entre les deux premiers. Carrément, oui. Hein, oui. Qui était aussi au Seuil. Puis Les Taiseux en 2009, Oui. déjà chez Gallimard. Là, je me suis empressé, il n'y a plus que... Ça fait seulement 15 ans. Oui, et puis ce livre avait obtenu un prix, le prix Maurice Genevoix, prestigieux, en 2010. Et enfin, là, Et le prix Octave Mirbeau également. Ah, bon. Oui. Doublement primé, Les Taiseux. Oui. Et puis, encore 16 ans d'attente, et il y a La Chaise qui sort en ce moment chez Gallimard. Alors, tout de suite, pour avoir une idée de votre style, qui est classique et très pur et que j'admire, je vous demande de me lire un paragraphe que j'ai entouré. Pardon, j'ai abîmé votre livre. Non, mais je vais le... La première chose que j'ai apprise dans l'enfance, c'est à dissimuler. Je cachais mes curiosités et mes émotions, toutes mes pensées. Ensuite, le pli demeure et j'ai continué de feindre et d'enterrer les sentiments, quand bien même les comédies du monde adulte, ressassant à l'infini les turpitudes domestiques, n'exposent plus l'honneur des humiliés de naissance qu'à une démocratique indifférence. Mais il existe 2 façons de se taire. L'une consiste à se soustraire au devoir de la conversation, l'autre à s'y noyer, au contraire, sous un déluge de faux-semblants, de digressions trompeuses,
et de frivolité salutaire. Ainsi replié dans son fort intérieur, on s'y protège derrière les fantaisies d'une apparence artiste. J'ai beaucoup pratiqué cette grimace et longtemps brouillé les pistes. On y gagne en mystère ce qui a le mérite d'éteindre dans les esprits les conjectures blâmables touchant votre lignage. Le bavardage n'est chez moi que du silence maquillé, une ruse de taiseux. Alors voilà, si jamais vous vous demandez ce que c'est qu'un livre bien écrit, bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et alors, Merci c'est un style assez hussard, un peu comme Adios de Kléber Hédins, L'humeur vagabonde d'Antoine Blondin. Oui. Est-ce que vous êtes plus influencé finalement par des écrivains de droite alors que vous étiez le grand critique du Nouvel Obs? Mais oui, mais c'est un paradoxe vraiment parce que lorsque j'ai débuté ce petit parcours dans la critique, toute la littérature était à droite. Je me souviens, je crois qu'on comptait un écrivain de gauche à cette époque, et j'ai même oublié son nom. Donc, il y avait Bernard Franck, mais Bernard Franck était-il de gauche? Oui, voilà, déjà, c'est la première question. Je crois que c'était un esprit libre, voilà. Non, mais Françoise Sagan, par exemple, était plutôt progressiste, dirait-on aujourd'hui. Oui. Et elle avait du style. Oui, c'est vrai, oui, complètement. Non, mais il n'y avait pas, en tout cas, la littérature n'était pas exposée aux turpitudes, je dirais, des idéologies, des politiques, des consignes, des mandats, des votes, des élections. La littérature, c'était le lieu de la liberté, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai débuté, vraiment, oui, les hussards dominaient. Je rencontrais sans cesse Jacques Lorange, Antoine Blondin, bien sûr. Enfin bon, c'était un club d'amis. C'est vrai que vous écrivez plutôt de cette façon-là. Si vous citiez pas les Beatles à un moment où le film Goldfinger, on pourrait même se dire que c'est un roman qui a un siècle ou deux de plus. Hein. Oui, ça pourrait. Enfin, oui, je veux dire, je me suis peu exposé dans l'époque. Oui, c'est vrai. Et même de bonne heure, je veux dire. Sauf parfois, parce que l'écriture est donc extrêmement grand siècle, on pourrait dire, mais il y a une gouaille. Il y a une gouaille de temps à autre, à la Michel Audiard un peu, ou à la Jean-Louis Labadie. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Par moment, dans l'extrait que vous avez lu là, on a l'impression d'entendre une voix off des films de Dabadi. Oui, oui. C'est quelque chose qui... est-ce que c'est une référence pour vous? Ah, mais complètement, oui. Ah oui. J'adore les textes de Dabadi, que ce soit les chansons, les articles, les textes, tous les textes. Oui, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit ce livre dans cette disposition d'esprit, on peut dire. Ça. D'ailleurs, je ne l'ai séquencé en chapitres qu'après l'avoir écrit, pour m'en tenir aux conventions ordinaires de la lecture, mais en même temps, il y a toujours ce ressassement intime. Oui. Voilà. C'est-à-dire l'écho, la résonance que l'époque ou l'événement que vous commentez peut avoir en vous, la façon dont elle se cogne à votre imaginaire, à votre pensée, enfin, la pensée que ça peut faire naître. Enfin, bon, il y a tout cet aspect-là de soliloque, en fait. Mais est-ce que il y a toute votre vie dans ce livre et vraiment c'est la suite des Taiseux, on peut dire, mais c'est vraiment, on peut le lire indépendamment. C'est un récit sur toute votre existence, votre enfance. Vous êtes le fils donc de Monsieur Hézine. Oui. Mais le fils. Le beau-fils de Monsieur Hézine, oui. Et vous n'avez pas connu votre père. Non, je l'ai rencontré une fois, de ce qui est raconté ici. Donc je suis né de père inconnu. D'ailleurs, mon père identifié était lui-même né de père inconnu. Sa femme était née de père inconnu. Enfin, c'est une comment dirais-je, une tradition en Normandie. Tradition d'être sans parents. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire on laisse la jeunesse se former et se grandir à l'abri des morales souhaitables, parce qu'au fond, c'est toujours générateur de caractères mieux trempés,
et qu'il faut laisser les jeunes faire leur chemin, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Oh, vous dites... Les égarés de l'état civil. Je suis parti des égarés de l'état civil. Voilà. Vous dites né de père inconnu, vous êtes plus dur dans le livre, vous employez le mot de bâtard, qui est quand même une injure. Oui. Mais je dirais... Ça l'était même dans les boulangeries, puis finalement, on a supprimé cette appellation. Parce qu'en fait, votre père biologique, c'était sans doute un homme marié qui a rencontré votre mère brièvement et puis qui a disparu... Tout aussi brièvement. Tout aussi rapidement. Oui, tout à fait. Et c'est une... Je l'avais raconté dans les thèses, mais c'est une chose qui lui est arrivée très souvent, puisque à la fin de mon enquête, j'en étais à 11 femmes et 7 enfants. 7 enfants non reconnus. Je parle des enfants non reconnus. Oui. Donc, je me suis découvert une fratrie ou une demi-fratrie abondante dans le pays d'Auge, entre Oulgat et Lisieux. Oui. Et votre mère, alors Madame Janine Bunel, était domestique. Oui. Et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'elle a rencontré votre père. Oui. Et puis, elle était souvent en hôpital psychiatrique. Oui. C'est un livre, alors on en parle en souriant, mais c'est un livre très, très douloureux, qui va au fond des choses. À un moment, elle a choisi de se noyer, elle s'est suicidée en se noyant dans un étang près de Saint-Lô, l'étang Sainte-Marie. Voilà. Donc vous explorez toutes ces origines. Après s'être déchaussé, d'ailleurs, d'un détail qui m'a toujours frappé. Oui, avant de se jeter à l'eau, elle enlève ses chaussures. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que... parce qu'à Lisieux, j'ai rencontré beaucoup de religieux, y compris des carmes déchaux, qui m'ont expliqué la problématique des pieds nus. C'est ainsi qu'on se présente à Dieu, qu'on doit se présenter à Dieu, parce que c'est la position la plus humble qu'on puisse adopter devant Dieu, c'est de se déchausser. Voilà, et Jésus, d'ailleurs, lavait les pieds des visiteurs. Oui, c'est ça. Mais cela dit, pour répondre à ce que vous disiez, qui est parfaitement bien résumé, cette première partie de ma vie avec ma mère, donc parce que ma mère était une domestique très recherchée, donc ça fait qu'elle était employée par des gens qui avaient une certaine aura. Oui, dans des châteaux. Dans des châteaux, etc. Donc j'ai vécu pendant 4 ans comme un prince dans des châteaux, des belles maisons. Des maisons sublimes de style gothique. Vraiment anglais, enfin c'était merveilleux, quoi. Oui. Et alors elle vous met donc j'ai eu l'impression de perdre un paradis lorsque j'en ai été arraché. Oui. Mais ensuite vous avez vécu dans les pensionnats à partir de l'âge de 11 ans. Oui. Comment était-ce C'était terrible. J'ai eu la surprise l'autre jour à une signature dans une librairie de voir se planter devant moi un des compagnons que j'ai pu avoir à cette époque. C'était au niveau de la classe de 4e. On était voisins de dortoir. Et là, évidemment, voisins de dortoir, après 55 ans, vous le reconnaissez plus. Et lui se souvenait. J'ai failli arrêter là, quoi. Je veux dire, parce que là, quand vous signez, vous êtes sur une petite table. Oui. Il y a une file devant vous. Et puis, il y a ce personnage, tout d'un coup, qui est revenu. On a passé toute une année ensemble... C'était des prisons, c'était des pensionnats. Ah ouais, je parle du pensionnat où était mon père dans son livre, Un homme seul. J'en profite pour faire un peu de pub. Ah oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu raconté, en fait, ces enfances qui sont enfermées avec de la discipline, avec le froid, la faim, les châtiments corporels. Vous avez connu tout ça? La mauvaise bouffe, oui, la bouffe à la louche, là... C'était terrible, j'ai connu ça. J'ai connu même gelé dans le dortoir parce qu'il n'y avait pas de chauffage non plus. Ouais. Et cependant, j'avais souhaité, je venais d'un milieu j'étais tellement bas de conditions que je souhaitais qu'on ne m'arrache pas de ce pensionnat. Et je passais quelquefois ma nuit, excusez-moi, aux chiottes, mal éclairé du dortoir pour apprendre par cœur un livre d'histoire qu'on m'avait remis. C'est comme ça que je suis incollable sur le siècle de Louis XIII. Depuis là, parce que je ne voulais pas qu'on m'arrache à ce pensionnat, je voulais qu'on me garde. Donc vous vouliez un bon J'étais là par la décision
il faut le dire, par la décision de maître qui m'avait eu en cours moyen et qui avait compris qu'il fallait m'isoler de ma famille, si vous voulez. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment un livre très, très bouleversant et très, très bien écrit. Bon, vous avez eu aussi une grande carrière de critique littéraire. Comment d'ailleurs avez-vous commencé dans le journalisme littéraire? Vous avez commencé aux nouvelles littéraires, c'est ça, oui. Mais j'ai eu une période pif gadget. Ah oui. Vous écriviez les modes d'emploi des gadgets de pif. Absolument. Oui. Un travail formateur. Ah oui, très formateur, parce que s'adresser aux enfants, c'est le public le plus exigeant. Il faut être à la fois très simple et très précis, et est une servitude qui vous reste après pour le restant de vos jours. J'en ai souvent parlé avec Michel Tournier, qui écrivait pour les enfants. Et donc, j'ai connu cette grande période parce que le succès du gadget était tel que certaines semaines, on frisait le million d'exemplaires. Hein, les poissoteurs du Mexique. Mais expliquez-moi. Qu'un de nos collaborateurs était allé acheter ces bêtes immondes qui détruisaient les récoltes en Amérique du Sud. Et ils l'ont pris pour un fou en disant il est reparti avec des mâles de poissoteurs. Avant d'être l'auteur des notices des gadgets de pif, vous avez fait beaucoup de métiers. Vous en parlez dans la chaîne. Livreur de couvent. Vous livriez la bouffe. Alors là, c'était l'été pour gagner 3 sous. Oui. J'étais même encore lycéen au début. J'ai effectivement déchargé, c'est-à-dire je livrais des épiceries et des cafés du pays d'Auge pour le compte d'un entrepôt, les entrepôts Allais, qui sont devenus d'ailleurs vraiment, qui était à l'origine du premier supermarché français. Oui, à l'origine. Mais là, ce qui m'a fasciné, moi, c'est que vous arriviez dans des couvents de bonnes sœurs pour apporter la bouffe. Oui. Et vous étiez le seul homme, un jeune homme fringant, entouré de bonnes sœurs, dont certaines avaient votre âge. Oui, complètement. Et ça devait être troublant, ça. Mais c'était très troublant. J'avais envie de leur parler, mais je ne pouvais pas parce que j'étais précédé d'une sœur, la sœur portière, qui avait une clochette pour prévenir les demoiselles qu'elles avaient à se dissimuler à mon passage. Quel souvenir. J'avais envie de leur dire. Mais en ville, on m'enviait. Mes copains de lycée m'enviaient. Ils rêvaient de... Parce que personne ne connaissait l'intérieur du Carmel. C'était en quelle année, ça? C'était en... C'était le tout début des années 1964. Oui, donc c'était encore... Et donc, je livrais mon épicerie, mais avec un diable, parce que j'entrais... Oui, en plus, vous arriviez avec le diable dans le Carmel. Alors, vous avez fait d'autres métiers improbables. Animateur de radio à Djibouti. Ça, c'était pendant mon service militaire que j'ai effectué au 4e régiment d'infanterie de marine. Ouais. Et arrivé sur place, on m'a proposé l'école des officiers de réserve que j'ai déclinée, parce que je n'avais pas envie de sauter en parachute, en fait. Et après cela, on m'a proposé de distraire les appelés du contingent avec une émission de radio. Donc j'ai commencé la radio à Djibouti. Oui. Alors ça, j'ai accepté parce que l'avantage, c'était que le studio était climatisé. Mais ça vous a conduit à devenir un grand chroniqueur sur France Inter, France Culture, et tout pendant toute votre vie. C'est là où j'ai commencé, oui, c'est ça. Mais c'était glacial. Hein. Alors, il faisait 25 dans le studio, vous vous rendez compte? Oui, quand vous entriez dans par rapport à l'extérieur, à Djibouti, c'est certain, c'est du luxe. Je continue parce que je ne sais même pas ce que veut dire ce métier. Vous dites, j'ai été liquidateur dans une caisse de retraite des mines de nickel calédoniennes. Oui, absolument. Vous n'êtes pas mythomane? Non, pas du tout. Non, j'ai été liquidateur, c'est-à-dire en fait, ce sont alors je vais même vous dire, je pourrais même... la retraite est un régime en France par répartition, c'est-à-dire que les actifs payent pour les retraités. Et ce dispositif de répartition a été créé par une loi de mars 1947. Et donc, mais tout ce qui était antérieur à cette date devait être justifié par les actifs qui se disposaient à prendre leur retraite.
Donc, il y avait une sorte d'enquête. Alors, Ah oui, pour d'accord, qu'il y ait- vous voilà, vous occupiez de ça. vous vous occupez de ça. C'est-à-dire, c'était la caisse de retraite des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes. Des mines de nickel calédoniennes. Voilà, exactement. Et les hommes qui avaient ces fonctions, qui étaient souvent ingénieurs ou contremaîtres, tout, devaient justifier leur présence sur le territoire calédonien par n'importe quoi, des titres de transport. Ah oui, oui. Alors, on avalisait, si vous voulez, les carrières avec des documents qui n'étaient pas faits pour cela. Oui. Mais c'était une sorte... J'ai Oui, donc beaucoup vous étiez aimé ça. un enquêteur, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors ensuite, adjoint de direction dans le prêt-à-porter. Vous avez Oui, eu ça, une c'était carrière dans la mode. J'ai un ratage total. Ah oui, oui. Oui, là, un ratage, c'était une entreprise qui était située près de la place de la République à Paris et qui faisait de la mode, en effet, mais par correspondance, en quelque sorte, enfin, qui avait des représentants sur tout le territoire français. Mais ça m'a pas plu du tout. Et j'ai eu un passage tout à fait désastreux au département des chaussettes imprimées. Et puis ensuite, Pif Gadget et la carrière de journaliste. Voilà. Un boulevard. Un boulevard. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'échapper à l'autobiographie? Parce que finalement, non. Vos livres sont des livres très intimes. Oui. Vous n'avez pas réussi à être vraiment un romancier. Alors que pourtant, votre existence, on pourrait la comparer à une fiction, puisque vous ne connaissez pas votre père. Alors, cela dit, moi, j'ai eu... Alors, c'est la difficulté inverse que j'ai eue. Oui. On m'a dit, toi, pourquoi inventer? Tu as une vie qui te... voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Et par exemple, j'ai publié un roman qui... Un ténébreux, au seuil, il y a voilà. 83. On parlait tout à l'heure, oui. Et là, c'est un roman purement romanesque. D'imagination, à partir d'une passion personnelle que j'avais pour le cyclisme, et le Tour de France notamment. Mais il m'a fallu une sorte de courage pour oser, pour franchir le pas de l'autobiographie. Je me cachais beaucoup, comme je le lisais tout à l'heure. Je me cachais énormément. Donc, oui. Vous avez un art aussi de la digression. On le voit dans notre conversation. Et un peu analogue à celui de Bernard Franck, d'ailleurs. Vous l'avez bien connu oui, à l'Obs. beaucoup à l'Observateur, oui. Ouais. Un peu avant, mais beaucoup à l'Observateur, oui, tout à fait. Ouais. Oui, je me rappelle. Il a même chroniqué mon tout premier roman, je me rappelle, La Chante-Pleure. Il s'était interrogé pendant 2 feuillets pour savoir qu'est-ce que c'était qu'une chante-pleure. Et donc, il avait découvert, grâce à un dictionnaire, que c'était le robinet des tonneaux. Et ça l'avait énormément intrigué. Mais ça, il avait parlé plus de ça que du livre, alors oui. Oui, non, mais il n'avait pas tort, d'ailleurs, parce que bon... Bon, est-ce qu'il est exact qu'à l'entrée du palais de l'Élysée, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, vous êtes entré en bagnole en disant « Salut, c'est Claude ». Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est mon beau-père qui est assis, le père de ma femme, qui est assis à mes côtés, parce que j'avais acheté à mon concierge espagnol ma première voiture, et il m'avait vraiment truandé, quoi. Elle avait le double de kilomètres que je croyais qu'elle avait. Oui. Et mon beau-père s'en doutait, et il était collaborateur de la présidence de la République, il était à la fois prof de gymnastique et de gymnastique et de judo, voilà. Donc et ma sœur kinésithérapeute, donc il s'occupait de récupérer les corps cassés de la haute administration, des ministères, et voilà. Il travaillait à l'Élysée. À l'Élysée, il avait ça. Donc vous pouviez arriver en disant... Alors il a dit... Voilà. Ta voiture, je vais aller la faire expertiser à qui de droit. Et alors, on est arrivé, et il a baissé la vitre. À cette époque, la vitre s'actionnait par un petit moulinet comme ça. Et il a dit à l'homme qui était dans la guérite, « Salut, c'est Claude ». Et la barrière s'est levée. C'est exceptionnel. D'ailleurs, dans la famille... c'est resté à un moment très longtemps dans la famille, c'est-à-dire que chaque fois qu'on se trouvait avec une clé récalcitrante, une porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir, enfin quelque chose on disait « Salut, c'est Claude », mais ça n'a plus jamais marché. Mais à l'Élysée, ça a marché. Vous racontez la rencontre, alors c'est assez extraordinaire ce passage du livre, la rencontre entre Descartes et Pascal. Oui.
Ils se sont rencontrés une seule fois. Oui. Ils ont 2 jours de suite, en fait. Voilà. Le 23 et 24 septembre. De quelle Oui. année? 1647. Et donc, c'est les deux plus grands penseurs français se Oui. rencontrent. Oui. Et de quoi ils parlent? Du vide. Du Et ils ne vide. sont pas d'accord. Voilà. Et je trouvais que c'était supérieurement français, avoir des 2 cerveaux les plus considérables de ce temps-là, parler du vide, déjà, c'est un choix, Oui. et ne pas être d'accord sur ce qu'il est. Alors, c'est prodigieusement français, quoi. C'est magnifique. On le vit maintenant, d'ailleurs. Oui, oui. Alors, comme critique littéraire, vous aviez une réputation. Je suis désolé de vous le rappeler. Ah oui. Une réputation, que ce soit au Masque et la Plume Ah. et aux Nouvelles littéraires, Oui. de parler des livres très brillamment sans forcément les avoir lus très attentivement. Oui. Et parfois même de rendre vos articles en retard. Oui, ça. Oui. Alors, il y a une anecdote célèbre, je voulais savoir si elle est vraie. Non, C'est elle est- l'anecdote de la vache. Ah bah, est-ce que vous pouvez me la raconter? Alors, je ne sais pas, vous allez la raconter mieux que moi, mais j'ai fini par douter qu'elle fut vraie parce qu'elle a eu tellement d'échos et un écho aussi considérable que je me dis, ça doit Écoutez, être faux alors, quand même. L'histoire dit que vous deviez rendre un article, que vous étiez Oui. en retard, vous êtes arrivé aux Nouvelles littéraires avec un bout de chiffon Ouais. déchiqueté, Oui. en disant « Tu ne vas pas me croire » à Oui. Jérôme Garcin, Oui. et vous avez expliqué que vous aviez écrit l'article, mais que vous étiez dans votre maison à Ponto-Combo, Oui. qu'il y avait dans votre cuisine une fenêtre, que cette fenêtre donnait sur un champ, que dans le champ, il y avait un troupeau de vaches, et que c'était une vache qui avait mangé votre article. Alors, je me souviens qu'en effet, il y avait un troupeau de vaches. Je suis toujours dans cette maison, mais il n'y a plus de vaches. Ah. Les vaches ont disparu. Depuis l'anecdote de l'article détruit, Ben, je pense. mais je pense que c'était plus prudent. Alors, je sais pas. J'ai des souvenirs un peu de cet ordre-là. Par exemple, je sais. Par exemple, j'ai déménagé de Paris à Ponto-Combo le jour où Jean-Paul Sartre est mort. Voilà. Bon, Donc, rien. Sauf que j'avais écrit la nécro de Jean-Paul Sartre que j'avais préparée Oui. à la demande de Jean-François Kahn à l'époque. Et la disparition de ce géant se produisant ce jour-là, je n'ai jamais pu récupérer l'article parce que les déménageurs avaient fait une pause je ne sais où entre Paris et Ponto-Combo. D'accord. Oui. Donc, Donc, quand même, déjà, vous étiez ce assez fort. drame-là, je l'atteste. Vous Voilà. étiez fort en excuses, en tout cas. Bravo. Il Non, paraît, oui. C'est très bien. Alors, dans cette émission, nous avons un jeu qui s'intitule « Devine tes citations ». Donc, Ah oui. cher Jean-Louis Hézine, je vais vous lire des phrases de vous et tirées de vos livres, et vous devez me dire dans lequel vous avez écrit cette phrase. Ouh là C'est là. un test de mémoire, Ouh là. assez effrayant. Oh, c'est effrayant. D'accord, oui, oui. non, je Alors, sais pas. Une première phrase. « Mon Saint Graal n'est pas celui des romans de chevalerie. Il se compose du monde inconnu au sein duquel je suis né, auquel j'ai été arraché, qui m'a été confisqué et dont je n'avais même pas le soupçon. » Oh, c'est dans la chaise. C'est dans le dernier, La Oui. chaise 2025. Oui. Pourquoi d'ailleurs ce titre, La chaise? Alors, la chaise, c'est... Alors, je veux dire, évidemment, comme tous les écrivains, j'ai fait une collection de titres. Je crois qu'elle a dépassé la centaine. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Le livre avançait et je ne voyais pas le fil. Et la chaise s'est imposée tout simplement, vraiment à la fin, parce que, d'une part, j'avais pris des cours de théâtre à Caen, lorsque j'étais étudiant en philo, et j'étais allé voir un metteur en scène qui était très, très connu à l'époque, qui s'appelait Jo Tréhard, qui avait fait jouer Gérard Philippe, Charles Dulin, enfin bon, voilà. Oui. C'était vraiment un type tout à fait considérable et qui a été à la Libération l'acteur de la réanimation de la vie théâtrale en Normandie. Et donc, Ah oui, je vous vais... dites marcher d'une chaise à une autre chaise. Voilà, c'est ça. Et c'est Il me ça donne- l'entraînement de Moi, la comédie. Mais Oui. moi, voilà, je voulais plutôt quelque chose de déclamatif. Vous voyez, j'avais appris, par exemple, le cimetière marin par cœur, 144 vers. Je pensais qu'il allait me les faire déclamer, ce qu'on m'aurait beaucoup plu, parce que j'assimilais le jeu théâtral au porter-beau, vous voyez. Donc, j'avais l'âge aussi pour ça. Donc, voilà, ça Non, aurait été vous bien portez- auprès de... Vous portez beau toujours. Oh non, cher c'est Jean-Louis. gentil, mais...
Et en fait, il me dit, bon, ben là, tu as 2 chaises. Alors, on était sur la scène énorme du théâtre Maison de la Culture à Caen. Il y avait 2 chaises, l'une est très éloignée l'une de l'autre. Ouais. Tu t'assois sur une chaise, puis tu te lèves, tu as l'air de penser à quelque chose, mais on ne veut pas savoir quoi. Il m'a dit, on ne veut pas savoir quoi. Il faut que tu aies l'air de ne pas savoir à quoi tu penses. Mais que tu aies l'air vraiment de... Tu te lèves et tu vas t'asseoir sur l'autre chaise. Oui. C'est Et c'est un peu décevant comme, ça, ben voilà. comme exigence de mettre en Les 2 scène. premiers cours, ça a été ça. Donc, j'ai renoncé au 3e, alors que lui, il m'encourageait. Et au fond de la... Alors, il m'avait même dit, alors ça m'est resté. T'as qu'à imaginer que t'es un écrivain qui cherche ses phrases, qui cherche ses mots. Voilà. Alors ça, c'est merveilleux. C'est l'origine Voilà. de votre Et puis, il y a carrière. une autre raison. Pourquoi la chaise? C'est que lorsque je me découvre une famille qui est finalement assez, je ne vais pas dire prestigieuse, mais qui a eu des actions héroïques, Oui. y compris à Omaha Beach. Ouais. Un joueur de cornemuse. Oui, etc. Et là, je découvre le violoncelle parce que pour moi, il s'agit de célébrer. J'ai envie de célébrer ce Ces retour retrouvailles. en grâce, ces retrouvailles avec mes aïeux. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Et mon idée, c'était d'apprendre à jouer du violoncelle. Et la première chose que vous apprenez au violoncelle, qui est un instrument impossible en fait, c'est à s'asseoir. Oui, il Et à faut une cette bonne fois-là, chaise. Voilà, il faut une bonne chaise, mais qu'elle soit pas trop confortable. Il faut s'asseoir sur le bout des fesses, bon, etc. Et donc, je me suis dit... Oui, c'est Là, le fil conducteur du c'est- livre, tout à fait. c'est Ouais, ouais. un fil D'ailleurs, vous conducteur. dites la chaise est un instrument à part entière. Oui, c'est ça, un instrument, oui, comme alors, l'archet et comme... On continue une autre phrase de vous. Oui. Dans quel livre avez-vous écrit cette phrase? Je ne me suis pas toujours appelé du nom que je porte, C'est ses œufs. les Taiseux. C'est Et la c'est première comme fois, si j'avais oui. vécu une autre Une autre fois. fois. Oui, elle est très belle cette phrase. Si. Le beau-père Ézine, Oui. il était violent Oui, et alcoolique. oui. Oui. Et je suis indiscret si Non. je vous demande de développer. Non, c'est pas indiscret. C'était un ancien de la coloniale. Ouais. Ma mère ne voulait pas rester seule. Elle voulait me donner un père, et puis elle a pas fait le bon choix, on va dire. C'était quelqu'un aussi, non seulement d'alcoolique et violent, mais qui avait subi il était charpentier boiseur de son métier, et il avait eu un accident de moto qui l'avait estropié à vie. Il avait failli perdre une jambe, d'ailleurs, à cette occasion-là. Et il en avait, j'imagine, une immense rancœur qui a augmenté encore son tempérament. Voilà. Brutal. Et alors, mais la chose, je peux développer, mais il y a la chose la plus incroyable encore, aujourd'hui encore, quand j'y pense, c'est que lui et moi, nous ne nous sommes jamais parlé. Jamais. Il y avait un mur invisible entre nous. C'est incroyable. C'est Quand assez j'y incroyable, pense oui. aujourd'hui, même, j'arrive même pas à le concevoir. J'ai développé Oui. tout cela dans les taiseux. Et c'est très curieux. Alors moi, je ne pouvais pas. Et lui avait dû se résoudre très vite à ne pas non plus, si bien qu'on ne s'est jamais parlé. Ouais. Mais vous êtes devenu. Et en même temps, devenu j'ai épousin. assisté... oui, voilà. Ouais, finalement. C'est peut-être... C'est la solution que vous avez Oui. trouvée, Oui. de consacrer votre vie au livre des autres, surtout, Oui. et parfois un petit peu au vôtre. Oui. Dis donc, c'est dangereux d'écrire sur soi. Vous avez fait un infarctus et vous le racontez à la fin du livre. Et vous aussi. Et oui, et donc c'est pour ça, on a nos points communs, c'est que nos 2 livres, ils ont été payés très cher. Mais voilà, combien Hein? de stèles vous avez? Un seul. Moi aussi, un. Voilà. Le deuxième n'a pas tenu. Ah bon? Non, il n'a pas tenu. Le chirurgien m'a dit, j'ai essayé le deuxième, mais le sang, là, c'était comme du chewing-gum, c'était trop mou, ça passait pas. Donc, Mais c'est pas embêtant, ça, du coup? non, ça, parce qu'il m'a ça dit, fait le plus traitement, on viendra à bout de... voilà. D'accord, ok. Rassurez-vous. Non, mais oui, Mais ne croyez je suis surtout pas les craintif. médecins. Parce que le drame, c'est que ça m'a obligé d'arrêter le violoncelle, parce qu'on m'a dit, le violoncelle, c'est assis, justement, la chaise. Ah, et il faut faire du sport. Et voilà. Maintenant, les cardiaques, on les met sur des tapis roulants. Oui, bien sûr. On les fait pédaler. Et des vélos. On les fait courir. Oui, mais alors vous aimez qu'autrefois, le vélo. c'était charentaise et canapé. Oui, mais vous aimez bien le cyclisme, donc ça vous Oui, arrange. oui, c'est ça. Il va falloir Mais- vous remettre au vélo. Mais ça a donné de l'ambition à ma femme parce qu'elle s'est dit, maintenant qu'il est cardiaque, je vais pouvoir le suivre à vélo.
Donc, elle m'accompagne dans mes sorties, dans mes dernières sorties. Mais bon. Bon, en tout cas, prenez bien vos statines, Oui. vos bêta-bloquants. Ah oui, vous avez les mêmes. Et c'est quoi? Il y a aussi les anticoagulants. Ah ben, on a le même traitement. Bah oui. Et vraiment, s'il vous plaît, restez en vie. C'est très important pour la littérature française. Et la rubrique les conseils d'un professionnel. Alors là, vraiment, j'ai rarement reçu un homme aussi pro que vous en critique littéraire. Nous sommes des confrères et c'est pourquoi j'ai très envie de vous entendre sur vos choix de lecture. Oui. Donc, un livre qui donne envie de pleurer. Ah ben, Sans famille, d'Hector Malot. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, Oui, je ne l'ai pas lu, moi. Vous l'avez... ah oui, moi je l'ai lu. Et vous êtes identifié? Ah ben, complètement à Rémy. Quand Rémy voit passer, c'est qu'il ignore cette jeune femme sur un canal. Il ignore que c'est sa mère qui le regarde passer. Ouais. J'ai vu le film aussi 10 fois. Enfin bon, c'est terrible. Et juste après, un livre pour arrêter de pleurer. Eh ben le même, parce que ça finit super bien. Ah ouais. Il retrouve ses parents et puis il hérite d'une fortune. Donc c'est parfait. C'est bien ça. Alors auparavant, on a beaucoup souffert. On a vu mourir le petit singe, on a vu mourir le patriarche mendiant, ancien chanteur d'opéra qui l'avait accueilli et avec qui il faisait des numéros de cirque dans les villages. On a beaucoup souffert avant, mais la fin est sublime. Il y a une happy end. Donc j'irai le même. Un livre pour s'ennuyer, ça vous en avez peut-être lu beaucoup à l'époque. Oui, j'en ai lu beaucoup. Voilà, il y a vraiment pléthore. Mais, mais je dirais quand même le désert des Tartares de Dino Buzzati, parce qu'au fond, tout le livre se passe à attendre un événement qui n'arrive jamais. Non, c'est vrai, oui. Ou alors il y a aussi L'ennui d'Alberto Moravia, tellement c'est bien décrit. Dans la catégorie des livres où on attend un truc qui n'arrive pas, il y a aussi Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Ah oui, on pourrait dire Le Rivage des Sirtes. Ah oui, bien sûr. Un livre pour crâner dans la rue. Parce que je sais que vous êtes un gros frimeur. Oui, ah ben oui. Alors là, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Bien sûr. À condition de prendre crâner non pas au sens de frimer, mais au sens de se montrer crâne. Don Quichotte, un peu gaillard, et ne pas avoir peur d'affronter la vox populi. Et comme c'est un livre, Harper Lee a écrit un bijou contre le racisme, et qu'on en a tellement besoin actuellement, je trouvais que c'était une façon, une façon crâne de... C'est là où on voit que vous êtes resté un homme de gauche. Oui, voilà. Mais ça va s'arrêter là. Non, mais je sais pas. Un livre qui rend intelligent. L'idiot. Dostoïevski. Oui. Très bonne réponse. Un livre pour séduire. Alors là, il faut un poète. Pour la drague, hein, c'est ça? Oui. Il faut un poète. Donc ça... Par exemple, si vous êtes avec les fleurs du mal, vous allez être mal vu, vous allez faire peur, je crois. Oui, c'est ça. Non, mais je préfère Musset dans ce cas-là. Il faut mieux Musset. Un recueil de poèmes de Musset, ou sa pièce « On ne badine pas avec l'amour ». Dans « On ne badine pas avec l'amour », il y a tout sur l'amour, il y a tout sur la drague, les illusions, les malentendus, il y a tout. Donc, voilà. Très bon choix. Un livre que je regrette d'avoir lu. Alors, le mot « regretter » est un peu fort, parce qu'en général, les livres n'ont pas le temps d'être lus, n'ont pas le temps d'être regrettés, qu'on les laisse tomber, quoi, et vous tombent des... Mais... Malgré tout, si, j'ai eu un gros dépit avec Le mystère de la chambre jaune, parce que une fois que... Donc de Gaston Leroux. Une fois que l'énigme est éventée et clairement comprise, eh ben, c'est comme si la lecture tuait le livre. C'est-à-dire que... Mais en fait, c'est... parce que quand moi, je l'ai peut-être lu il y a très longtemps, mais... L'énigme est résolue et le livre continue? Non, il y a plusieurs énigmes qui s'enchaînent, mais je dirais que le reproche que j'y ferai, enfin c'est pas un reproche parce que bon, c'est un livre, c'est un grand classique aussi, mais c'est que comment dirais-je, le genre fantastique, il fait une concurrence déloyale au genre policier. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut croire, à un moment donné, faut croire vraiment des choses impossibles à penser. Il faut choisir son camp. Oui, c'est vrai.
un livre que je fais semblant d'avoir fini. Oh bah ça, Ah, c'était votre spécialité. Alors là, C'était votre fonds de commerce. alors là, L'homme sans qualité de Robert Musil. Oui, parce que lui, lui n'a pas fini non plus. Mais ben, c'est pour ça. L'excuse, elle est là. J'ai une excuse, c'est que lui non plus, il ne l'a pas terminé. Donc, voilà. Si même On pourrait dire la même chose d'ailleurs des pissenlits de Yasunari Kawabata. Ah oui, il n'a pas fini. Ah, il n'a pas fini. Le pissenlit, on n'en voit jamais la racine. Hein, vraiment, jamais. Mais pourquoi d'ailleurs lire un livre que l'auteur ne s'est même pas donné la peine de terminer? Franchement, peut-être qu'ils ont eu des crises cardiaques. Le livre que j'aurais aimé écrire. Alors ça, Novembre de Flaubert, que lui avait répudié, parce que c'était un roman de jeunesse. Ouais, il avait dit à Louis Collet, c'est de la ratatouille sentimentale, je veux pas laisser paraître ça. Heureusement que je n'ai jamais publié ça, j'aurais honte. Mais c'est une merveille. Je veux dire, j'ai lu ça très jeune, je vais avoir 19 ou 20 ans, et je me rappelle très bien que le sentiment que ça donnait sur la vie, sur le monde qui vous environnait, c'était exactement celui que j'éprouvais à 17, 18, 19 ans. C'était vraiment ça. Et ça m'est resté à jamais. Donc, lui, il a jeté ça. Plus, oui, c'est de ce niveau-là, en fait. Ah non, moi, je ne l'ai pas lu, Novembre. Mais c'est parce que techniquement, lui, c'était comment dirais-je, un homme qui recherchait vraiment la perfection technique du récit, qui n'était pas forcément là, bien sûr, mais la tension intérieure du texte, elle vous habite à jamais. Alors, je veux bien être la corbeille à papier de Gustave. Gustave, oui, je veux bien. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu? Bah, c'est celui qui se prétendait le meilleur dans un titre, le meilleur des mondes. Oui, c'est pas aimé. Et c'était assez moderne dans le genre. Oui, c'était bon. Je dans joue le un genre peu dystopie, avec... quoi. Voilà, exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde écrit des dystopies. Oui, tout le monde. On pourrait associer au meilleur des mondes, qui nous présente quand même le pire des mondes. Oui. 1984 de George Orwell. Ouais. Voilà, les Anglais, c'est vraiment des brasseurs de déprime. Donc, Et enfin, le livre que vous lisez en ce moment? Alors là, je suis en train de lire un essai de Robert Bréchon que j'avais pas lu à sa parution. Je crois qu'il datait au début du siècle, 2001 ou 2002, qui s'appelle Accord perdu, aux éditions de l'Escampette. Et il décrit en fait le corps, il fait une description de l'homme à travers toutes ses postures. Il s'assoit, il marche, il s'allonge, il se promène, il voyage. Oui, voilà. Donc, oui, il y a un très beau passage. Alors, pas de violoncelle, mais sur le violon. Il y a un très beau passage, comme il regarde un soliste jouer, et il y a un très beau passage. Et donc, c'est l'homme en mouvement, en quelque sorte. Donc, il a recensé tout ce qu'il avait écrit sur l'homme, sur la mobilité humaine, les voyages aussi. Donc, et je lis cela actuellement. Accord perdu, ça s'appelle. Très bien. Merci encore, Jean-Louis Hésine. Merci à vous de votre accueil. C'est chaleureux, c'est agréable. Converser avec vous est un réel plaisir et également de vous lire, de lire La Chaise aux éditions Gallimard. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec le Figaro Magazine et non le Nouvel Obs. Nous avons un réalisateur qui s'appelle Camille Léonard et ma fille Chloé Becbédé participe à la production notamment des vidéos qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Donc je la remercie. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est très important, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot.